Amis de la lecture, bonjour. Bien heureux de vous retrouver. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 30 juillet 2023. Donc ce mois est bientôt terminé. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, hein, donc le 1er août, je vais commencer une lecture commune, Symphonie atomique, avec la chaîne Caro Magic Books. Bon, mais pour l'heure, pour tout de suite, je vais vous parler d'une lecture que j'ai terminée, hein, qui est le roman d'Ulysse. Je vais essayer de bien vous le mettre là pour pas qu'il y ait trop de reflets. Je pense que ça va. Le roman d'Ulysse, donc de Simone Berthier. Alors c'est un roman, bon, si vous vous intéressez un peu à la mythologie, en particulier donc à des choses comme l'Odyssée ou peut-être un peu moins, mais aussi l'Iliade, mais en tout cas le personnage d'Ulysse, ça c'est sûr. Donc ici, Simone Berthier va prendre comme point de départ donc après la guerre de Troie, après le voyage d'Ulysse, guerre de Troie et voyage d'Ulysse, ça représente 20 ans de sa vie, donc va rentrer à Ithaque, bon tout le monde connaît la scène des prétendants, et donc va recouvrer son pouvoir après 20 ans d'absence. Et l'action, donc là où se situe l'action au début du roman, nous sommes après la guerre de Troie, après le retour d'Ulysse, mais nous ne sommes pas juste après, nous sommes 4 ans après. Alors que s'est-il passé depuis ces 4 ans? Donc il y a une première chose, c'est que ben, évidemment Ulysse a vieilli. Je crois qu'il a une bonne cinquantaine d'années au moment où ça commence, où commence l'histoire. Et son fils, donc quand il est parti, eh bien c'était encore un enfant, là est devenu adulte. Alors, comment dire, Simone Berthier va régler, je ne sais pas si on peut dire que c'est un peu expéditif, mais en tout cas elle va régler le problème de Pénélope, si on peut dire, donc de son épouse, qu'il a attendu pendant 20 ans. Donc, puisque dès le début en fait de ce roman, eh bien Pénélope meurt. Donc du coup, Ulysse, qui est le roi d'Ithaque, alors je rappelle peut-être que Ithaque c'est en fait une toute petite île qui est située en fait presque à la frontière dans les lointains de la Grèce et par conséquent donc quand il y a la guerre de Troie, eh bien Ulysse c'est un petit roi parmi d'autres et il n'a pas du tout l'importance qu'auront par exemple des gens comme Achille ou Agamemnon, hein, puisque c'est lui quand même qui déclenche ça, puisque c'est une histoire personnelle. Au départ, on a enlevé Hélène, et eh bien Hélène, c'était son épouse. Et donc on l'a enlevé et il va embrigader toutes les cités grecques pour mener cette guerre contre Troie pendant 10 ans. Et donc, je reviens au roman, Simone Berthier, donc, va prendre comme point de départ, bien, voilà, tout cela est terminé. Tout cela est terminé. Que va faire Ulysse maintenant qu'il est rentré chez lui, maintenant que son épouse est morte, maintenant que son fils est devenu adulte, que va-t-il faire? Alors, je vous avais expliqué, mais j'en reparlerai après, qu'à un moment donné dans l'Odyssée, eh bien, l'avenir d'Ulysse est en fait présenté. On explique, je crois que je vous l'avais dit, hein, ça, on explique qu'il ne restera pas à Ithaque, qu'il va partir, etc. Bon, j'y reviendrai. Alors, pour le moment, donc, Ulysse, qui a donc une bonne cinquantaine d'années, dont le fils est adulte, qui est veuf donc, et qui décide en fait de transmettre son pouvoir de roi, hein, donc à son fils.
il estime que maintenant il est adulte et que c'est à lui de prendre la relève et d'être le roi d'Ithaque. Donc, du coup, Ulysse se retrouve, il n'est plus roi, il n'a plus, il est veuf, donc il se retrouve, on peut dire, livré à lui-même. Et que va-t-il faire? Donc 4 ans après, lui va s'isoler sur une toute petite île qui est elle-même située à la frontière de l'Empire grec. Et il va se construire une maison et il va résider, habiter sur cette île. On va donc lui attribuer un compagnon, quelqu'un qui va pouvoir discuter avec lui. Et c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, ils vont discuter. Et le roman est essentiellement un très long dialogue. Et Ulysse va revenir en fait avec donc ce compagnon qui s'appelle Euphore et qui est de la famille. En fait, je crois que c'est le neveu de Eumée. Alors Eumée, si vous ne savez pas qui c'est en fait un éleveur. Alors je crois que c'est un éleveur de porcs. C'est celui qui va accueillir à Ithaque en secret Ulysse quand il va rentrer de son voyage. Et c'est lui qui va donc le cacher, c'est lui qui va lui fournir ses vêtements de mendiant, etc. Et donc qui va préparer avec Ulysse la revanche d'Ulysse et à la soirée des prétendants où il va tuer tous les prétendants. Mais bon, donc cet fort est un neveu de Eumée, cet éleveur de porcs. Et lui-même, d'ailleurs, Fort est éleveur de chèvres. Donc c'est un chevrier. Mais c'est un chevrier qui a l'intention de devenir, qui veut devenir aède. Aède, c'est-à-dire poète. Hein. C'est comme ça qu'on appelait les poètes de la Grèce antique, des Aèdes. Alors les Aèdes, bon, ils avaient comme caractéristique de raconter en fait des histoires, des mythes, des légendes, etc. En s'accompagnant donc souvent d'un instrument de musique. Hein. Alors on voit souvent des représentations avec des lyres, mais il n'y avait pas que la lyre. Donc il chantait en fait des poèmes, puisque toutes ces histoires étaient versifiées, étaient mises sous forme donc de poèmes, plus ou moins longs. Ils en connaissaient une partie par cœur et ils avaient des plages où ils improvisaient et souvent pendant leur prestation, donc ils s'accompagnaient de leur instrument de musique et il leur arrivait aussi donc de chanter, hein, puisque d'ailleurs si vous regardez l'Odyssée, on ne parle pas de chapitres, on parle de chants. Alors je ne sais plus combien il y a de chants, mais donc c'était chanté par les Aèdes, accompagné de leur instrument de musique avec des phases d'improvisation et également avec des phases, ils dansaient également et il leur arrivait de danser également pour raconter leur chant. Donc c'est ce que veut devenir Euphore. Euphore veut devenir un Aède. Alors l'Aède, ce qui le distingue en fait, c'est que à ce moment-là de l'histoire de la Grèce antique, les textes, les légendes, tout ça n'était pas encore sous forme finie, écrite. Et là, on est dans cette situation où, en fait, Euphore, qui rencontre Ulysse, donc souhaite eh bien, entendre et discuter avec lui de ses aventures pour en faire un poème qu'il pourra ensuite chanter. Voilà, donc c'est un peu l'idée de départ. Alors, Ulysse revient d'abord, raconte d'abord son retour à Ithaque, comment donc il a fait pour finalement pour se venger. Et ensuite, il revient sur les différents événements de ces 20 années où il a été absent. Donc d'abord sur la guerre de Troie. Alors la guerre de Troie, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que là,
on a en quelque sorte le regard d'Ulysse lui-même sur ce qu'il a vécu et les conclusions qu'il en tire. Et donc sur la guerre de Troie, bon, ça vous le savez sûrement, hein, Ulysse n'est pas le héros de la guerre de Troie. Même si, à mon sens, si on devait chercher un véritable héros, moi je considère que ça serait Ulysse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui met un terme à la guerre de Troie, en quelque sorte, puisque avec son stratagème du cheval de bois que vous connaissez par cœur, je suppose, donc eh bien, ce stratagème permet d'envahir la ville de Troie avec qui avaient des murailles imprenables et qui avaient été, je crois, même construites par un dieu, par Poséidon, et donc qui étaient indestructibles, infranchissables, enfin bref. Ulysse, qu'on surnomme aussi l'homme aux mille ruses. Alors, Simone Berthier précise bien, et je vais insister aussi là-dessus, quand on dit Ulysse, l'homme aux mille ruses, en fait, il ne faut pas imaginer que Ulysse était juste quelqu'un de rusé. Non, en fait, elle explique exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire que Ulysse, face à n'importe quelle situation imprévue, était capable d'imaginer un moyen pour s'en sortir. Et donc, en fait, Ulysse, c'est un peu le représentant de celui qui arrive à se sortir de toutes les situations, même si elles sont très difficiles. Et donc, la ruse, ici, c'est plutôt, voilà, c'est l'intelligence, en fait. L'intelligence, la compréhension, la faculté d'analyser une situation et de voir comment eh bien, on peut s'en sortir intelligemment. Donc il ne faut pas prendre ruse au sens simplement je fais un coup, quoi. Non, non, c'est beaucoup plus profond. Et c'est une attitude de vie, en fait. C'est une attitude de vie, hein. Ulysse, c'est un personnage qui à la fois montre une manière d'aborder la vie, mais aussi un personnage qui va pouvoir choisir. Alors je vais un peu entrer dans les détails là-dessus. Pourquoi? Parce que donc je reviens sur la guerre de Troie, il parle de la guerre de Troie et il propose une analyse de la guerre de Troie qui est en fait une analyse classique, évidente, hein, presque scolaire, j'ai envie de dire. Eh bien, la guerre de Troie, son héros, en fait, même si je vous ai dit que c'était, à mon sens, le véritable héros, c'est celui qui va mettre un terme à la guerre de Troie, mais la guerre de Troie, c'est un moment qui met en valeur l'héroïsme national, la figure héroïque telle que l'imaginaient les Grecs, dans la société antique. Et celui qui représente ça, c'est un héros guerrier, invincible, etc. Je vais y revenir. Celui qui représente ça dans la guerre de Troie, c'est Achille. Et donc le héros au sens grec de la guerre de Troie, c'est Achille. Achille qui qui va avoir la possibilité de choisir justement entre une vie longue mais sans éclat ou bien une vie brève mais héroïque. Et donc il choisit la vie brève mais héroïque. Alors je ne sais pas si vous avez essayé de lire l'Iliade. Personnellement, je trouve que c'est un texte assez difficile et surtout c'est un texte qui est très exigeant parce qu'il exige de vous que vous ayez une connaissance assez pointue quand même de toutes les traditions grecques de l'Antiquité. Donc ça rend, en fait, quand on n'a pas ça, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de beaucoup, je ne suis pas helléniste, hein, je ne suis pas spécialiste. Donc si on n'a pas ça, eh bien le texte, quand on commence à le lire, ça n'a rien à voir avec un récit d'aventure. Donc on évite, c'est rébarbatif parce qu'on sent bien qu'il y a plein de trucs qui nous échappent. On sent bien qu'il y a plein de références à la culture grecque qu'on ne connaît pas.
Et donc du coup c'est un texte personnellement que je n'ai pas, que j'ai essayé de lire, que je ne suis pas parvenu à lire complètement. J'ai préféré me contenter plutôt de résumés et d'analyses. Parce que le texte en lui-même, ben, il m'a paru trop rébarbatif pour que j'aille au bout. En revanche, donc là, c'est voilà, c'est la guerre de Troie, c'est la figure d'Achille. Alors Achille, juste pour rappel, Achille, donc c'est un être humain, mais avec des capacités surhumaines. Et en particulier, par exemple, sa mère, donc à l'année quand il est né, sa mère, je crois qu'elle s'appelle Thétis, donc l'a trempé dans l'un des fleuves des enfers, donc qui est le Styx. Et ce fleuve des enfers, le Styx, est réputé pour justement, eh bien, on ne peut pas s'y baigner sans mourir. On le traverse, on est censé être mort. Or là, que va-t-il se passer? C'est que la mère donc d'Achille va pouvoir tremper son enfant, son bébé, hein, puisqu'il est encore bébé, dans l'eau du Styx. Et parce que l'eau du Styx a une réputation, c'est que si on est trempé dans cette eau, on devient invincible. Alors, euh, elle va tremper Achille dans le fleuve, il va être invincible quand elle va le retirer de l'eau, mais avec un point faible. Et ce point faible, c'est précisément eh bien, le point d'attache qu'elle avait tenu par le talon. Et le talon, c'est le seul endroit qui n'a pas été baigné par l'eau. Donc c'est le seul endroit eh bien, fragile. C'est le point faible d'Achille. Et c'est d'ailleurs par là qu'il va mourir. Alors il y a, c'est qui? Il y a un chat qui miaule là. Oh, oh. Bon, oui, c'est Tsuki. C'est Tsuki, elle est là. Bon, allez, reste là. Je reprends. Donc, j'en étais où? Oui, la guerre de Troie, donc, met en exergue, en valeur, la figure du héros grec Achille, qui va être tué au cours de la guerre de Troie. Alors, je pense qu'il est tué par Paris, c'est-à-dire celui qui a enlevé Hélène. Et il va d'abord, Achille, donc j'essaye de remettre un peu tous ces éléments en place. Donc il va d'abord tuer le héros de Troie qui s'appelle Hector, donc dans un combat, dans un duel, quoi, hein. Il va le tuer et il va le tuer pour venger son meilleur ami, hein, qui s'appelle Patrocle, qui lui a voulu, en fait Patrocle n'est pas un héros, mais c'était un compagnon très proche d'Achille, mais qui a voulu défier Hector et en se faisant passer pour Achille, donc en revêtant son armure, etc. Et évidemment, Hector, qui est quand même le héros de Troie, va ne faire qu'une bouchée de Patrocle. Et ça va déclencher donc le désir de revanche d'Achille qui donc va provoquer en duel Hector et le tuer. Donc tout ça c'est raconté par Ulysse et lui très clairement se positionne comme un héros très différent d'Achille. Il ne veut pas ressembler à Achille. D'ailleurs, Ulysse aussi, il va avoir le choix entre une vie humaine donc finie sans gloire, mais longue, et ou bien la possibilité de devenir un héros en choisissant une vie brève et glorieuse. Et Ulysse, contrairement à Achille, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit l'humanité, donc de mener une vie humaine, mais finie. Il n'aura pas accès à la gloire, comme Achille, mais il choisit la condition humaine. Et c'est ça le basculement radical, en fait. Ulysse représente le héros, à mon sens, c'est le premier héros moderne. C'est-à-dire que c'est un héros qui
qui réalise entre guillemets ses exploits en faisant appel à son humanité, à ses qualités humaines. Il n'y a pas de Dieu, enfin même si effectivement on sait hein, que par exemple lorsqu'il rentre à Ithaque et que et qu'il tue tous les prétendants, alors je pense que c'est la déesse Athéna qui, euh, qui intervient pour bien diriger ses flèches, etc. Bon, enfin bref, il y a quand même une action divine, mais qui n'a rien à voir avec Achille. Et donc, je disais, Ulysse se caractérise par le fait que c'est le premier héros au sens héros moderne, quoi, puisque lui n'a rien de divin, n'a rien d'exceptionnel, sauf son intelligence. Et c'est avec elle qu'il va résoudre tous les problèmes. Alors bon, on connaît hein, l'histoire, il la rappelle d'ailleurs, Simone Berthier la rappelle, donc on sait que Achille, tous ces 10 ans de galère, ces 10 ans de galère viennent d'abord du fait que, eh bien, quand il a quitté Troie, il s'est arrêté sur une île où il a eu affaire au Cyclope et il lui a crevé l'œil. Et le Cyclope, c'est le fils de Poséidon. Et Poséidon, à partir de ce moment-là, quand il a vu que Achille avait blessé gravement son fils, donc a décidé de lui mettre sur la route le plus de pièges et de problèmes possibles. Et donc de retarder au maximum son retour. Alors, euh, le retour, le voyage de retour, c'est une tradition en fait. Hein. C'est une forme littéraire qui était traditionnelle dès la Grèce antique qu'on appelait, donc c'était les romans nostos, donc c'était le retour, mais le retour dans la terre natale. Hein. C'est pas le retour n'importe où, c'est on revient chez soi, quoi. On revient là où on est né. Donc l'Odyssée, l'Odyssée est un nostos, est un voyage de retour, et Ulysse d'ailleurs n'a quasiment que ça à la bouche. Hein. Il dit tout le temps qu'il veut rentrer au pays natal, et c'est ce qu'il va faire. Donc Simone Berthier, en adoptant cette attitude, offre au personnage d'Ulysse la possibilité de réfléchir et de critiquer et de tirer des conclusions de tout ce qu'il a vécu. Il est donc sur cette île depuis 4 ans là, donc il n'a plus beaucoup de projets en fait. Et une fois qu'il a raconté son histoire, eh bien il se demande ce qu'il va faire. Il commence à se sentir plutôt vieux. Et là j'en viens à la prédiction qui avait été faite. Alors là, c'est une prédiction qui se trouve également dans l'Odyssée. Et vous savez sans doute hein, qu'au cours de son voyage, à un moment donné, Ulysse va aller aux enfers. Il fait partie des rares personnages de la mythologie qui vont aux enfers et qui en ressortent vivants. Donc il va aux enfers. Et pourquoi va-t-il aux enfers? Parce qu'il doit rencontrer en fait un devin qui s'appelle Tirésias, qui est mort donc, puisqu'il est aux enfers, et qui doit lui annoncer son avenir. Alors, bon, vous savez sans doute que, d'une part, les devins, les oracles, tout ça, sont souvent sujets à interprétation. Ce ne sont pas, contrairement à la figure héroïque classique que pouvait être Achille avec un destin fatal, une fatalité, une ligne tracée. Donc là, ces prédictions, en fait, ne doivent pas être prises au pied de la lettre parce qu'elles peuvent être d'une part interprétées et d'autre part fausses. Donc ça veut dire que, en fait, une prédiction, ce n'est qu'une possibilité qui va se présenter à un moment donné et qu'on va pouvoir ou bien suivre ou non. Et Achille, alors je vais vous lire cette prédiction parce que je crois que alors je ne sais pas si j'ai gardé la page, par contre, vais-je la retrouver, je ne sais pas si je vais la retrouver. Euh, bon, je
Je ne sais pas. J'aurais bien voulu la relire, mais j'aurais dû mettre un post-it pour repérer la page parce que là, ça va être... Bon, enfin bref, je vous la résume parce que je l'ai quand même en tête. Donc, il va voir ce devin aux enfers qui est mort, Tirésias, et Tirésias lui fait la prédiction suivante que je vous avais, je pense, déjà donnée. Il lui dit voilà, une fois que tu seras rentré chez toi, tout ça, que tu auras retrouvé tes prérogatives de roi, tu ne voudras pas rester à Ithaque et tu vas partir. Tu vas partir en emmenant sur l'épaule donc une rame et tu vas marcher jusqu'au moment où donc tu vas t'enfoncer dans les terres, etc. Et tu vas marcher jusqu'au moment où tu rencontres quelqu'un qui ne reconnaîtra pas la rame et qui prendra ça, alors je sais plus, c'est pour une pelle, qui prendra ça pour une pelle et à ce moment-là, il faudra planter ta rame dans la terre, bon, etc. Et Ulysse ne veut pas que réaliser que cette prédiction se réalise. Il va choisir, là encore c'est une caractéristique de cette liberté, hein, cette liberté de choix du héros contemporain que n'a pas du tout le héros classique. euh, il va choisir de faire autre chose pour ne pas être soumis à cette prédiction. Alors là, je ne vous dirai pas ce qu'il choisit, parce qu'on est quand même bien avancé dans le roman, et je vous laisse, et donc ça va mener la fin, je vous laisserai bien découvrir ça. Voilà, donc en gros c'est ça, c'est très très bien, hein, c'est très agréable à lire. Si vous avez, donc là j'en doute pas, beaucoup d'entre nous qui ont dû essayer de lire l'Iliade ont dû renoncer assez vite. Si vous avez, alors ce n'est pas du tout, ça se lit beaucoup mieux, hein, l'Odyssée, je vous rassure, c'est quand même beaucoup mieux, c'est comme un récit d'aventure l'Odyssée, hein, un récit d'aventure merveilleuse, quoi, hein, fantastique. Donc si vous avez lu l'Odyssée mais que vous avez renoncé à l'Iliade, eh bien en fait ce roman est très intéressant parce qu'il non seulement il reprend en fait les éléments clés de ces moments de la vie d'Ulysse, mais en plus il apporte le regard d'Ulysse sur ces événements qu'il a vécu lui-même. Et alors, je vais vous mettre dans l'onglet communauté, je vais vous mettre donc alors je crois que c'est un extrait d'émission télé où il y avait plusieurs écrivains. Et donc il y a à un moment donné, donc ça doit durer une dizaine de minutes, je vais vous mettre cet extrait. Donc il y a Simone Berthière qui va présenter ce roman d'Ulysse. Et sur le plateau, on a un autre écrivain qui lui est sans doute beaucoup plus connu, qui s'appelle Sylvain Tesson, et qui à ce moment-là, lui aussi, a écrit quelque chose autour de l'Iliade et l'Odyssée. Donc je vous montre le livre, c'est Un été avec Homère. Un été avec Homère. Donc je pense même que ça fait l'objet ensuite d'une émission radio sur France Inter. Où donc on va avoir sur le plateau également Sylvain Tesson. Et d'ailleurs on a à un moment un petit échange entre deux, entre Simone Berthière et Sylvain Tesson. Donc voilà. Alors depuis quelques années, et c'est vrai qu'il y a une sorte de mode qui fait qu'on revient à tous ces personnages de la mythologie grecque, et en particulier un certain nombre de personnages qui tournent autour de l'Odyssée, plus que de l'Iliade, même s'il y a aussi des personnages de l'Iliade. Donc on a par exemple des romans qui mettent comme personnage principal Pénélope, ou Andromaque, le fils d'Ulysse, où on a aussi je crois qu'il y a des romans avec comme personnage principal Circé, donc Circé qui est quelqu'un qui est une sorcière que va rencontrer, enfin une sorcière, oui, que va rencontrer au cours de son voyage Ulysse. Je pense qu'on a aussi des romans donc, qui font plus référence là à l'Iliade, donc avec Achille comme personnage principal. Bon, enfin là, je vous laisse découvrir, mais en tout cas, il y en a beaucoup
qui sont sortis et qui sortent encore là, de nous maintenant là. Donc voilà. Franchement, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas le courage de vous plonger dans l'Odyssée, bon, qui est un texte quand même beaucoup plus abordable que l'Iliade, eh bien ça, là, c'est vraiment une approche contemporaine. Et le travail que fait Simone Berthier, il est vraiment intéressant parce que il va au-delà de simplement l'histoire, l'aventure que vit Ulysse et l'idée de mettre Ulysse comme interlocuteur qui analyse ses propres aventures, sa propre vie et qui se demande ce qu'il peut faire après. Et c'est vraiment intéressant. Alors, je vous invite et je vous recommande, si vous aimez la mythologie et si vous aimez Ulysse, l'Odyssée, l'Iliade, les personnages, donc comme ça, toute cette histoire, je vous le recommande vivement. Vraiment, moi j'ai trouvé que ce roman était à la fois une sorte de vulgarisation, mais en même temps très intéressant sur la portée au-delà de simplement l'histoire aventureuse qu'a pu mener, la vie aventureuse qu'a pu mener Ulysse. Bon, voilà, alors je m'arrêterai là pour ce roman, et du coup je vous parle de ce que j'ai commencé. Alors j'ai commencé un roman là qui n'a plus grand chose à voir, qui est un roman donc de Caroline Carton, dont on parle beaucoup maintenant, puisque elle a remporté le prix Graham Masterton du roman donc cette année en 2023. Et donc moi c'était un peu avant. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était à Mons en Belgique, au Salon du Livre de Mons en Belgique. Et elle présentait, donc il y avait ce roman qui était son nouveau roman. Alors voilà, ça date du 8 octobre 2022. Donc elle m'a mis une petite dédicace et je ne l'avais pas encore lu. Et en fait, en entendant parler maintenant beaucoup plus du roman, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour y plonger. Donc j'ai commencé à le lire et je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. Alors, pour l'instant, j'en ai lu 36 pages, donc je ne peux pas vous dire grand-chose, juste que voilà ce que j'ai lu. Donc il y a un personnage, alors il est assez jeune, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc au début, donc dans le premier chapitre, on est avec un personnage assez jeune, je crois il est ou il était batteur dans un groupe. Et donc c'est quelqu'un qui aime bien traîner dans les friperies. Et on commence justement, il va aller dans une friterie, dans une friperie, pardon, hein, je suis situé pas loin de la frontière belge. Donc voilà, le lapsus est venu naturellement parce que les frites sont très bonnes en Belgique. Et donc il est dans une friperie et il va tomber, donc il y a un objet qui va attirer vraiment son attention et qui peut paraître un peu inquiétant. C'est une poupée. Et cette poupée, donc, elle est rafistolée hein, avec des tissus, tout ça. Et il y a en particulier la poche qui est noire. Et c'est ça qui va alors attirer plus qu'attirer l'attention, qui va fasciner et qui va fasciner donc ce jeune homme, ce jeune personnage, et au point que donc il emporte la poupée, il prend la poupée chez lui. Donc voilà, pour l'instant moi je n'en suis que là. Alors je peux pas vous dire j'ai entendu dire que c'est pas du tout une histoire de poupée hein, hantée ou quoi que ce soit. Non non, c'est autre chose. Donc j'ai hâte de savoir de quoi il retourne. Et je vous en parlerai dès que je l'aurai lu, sachant que bon, il y a 488 pages, mais
c'est écrit, ça m'a l'air, en tout cas ce que j'ai lu, ça se lit vraiment très bien. En plus, c'est un style extrêmement bon, moderne, simple, un peu, c'est un style contemporain qui se prête tout à fait à la lecture de, pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Voilà, donc je vous en parle plus tard. Pour aujourd'hui, je m'arrête là.